Bonjour, monsieur le maire. Bonjour André, je peux t'appeler André? Oui. Il me semble qu'on se connaît. Si on se connaît. si on se connaît. Alors, d'abord, merci de nous recevoir dans votre commune. Hein. Ça nous fait un grand plaisir de venir ici pour savoir un tout petit peu la vie dans cette commune. Parce qu'elle est qualifiée quand même de ville frontière. Et si je dis que la ville de Buzigny est d'une très grande complexité, aussi bien dans son histoire que dans sa géographie, est-ce que j'ai tort? Non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Puis alors, il y a un mot que j'aime bien, c'est que c'est effectivement, c'est une ville frontière. Et ça, on l'a oublié, c'est une ville frontière qui date pas d'hier. Alors, en deux mots, aujourd'hui, Buzigny, ça fait à peu près 2480 habitants, plus ou moins. Bon, il y a quelques petites variations. C'est une ville qui est une petite ville qui vit avec des services qui existent depuis toujours. On a une poste, une mairie, bien entendu, dont j'ai la chance de diriger, et puis 3 écoles. C'est une ville qui est compliquée, parce que c'est une ville qui est assez étendue. C'est une ville qui présente des particularités selon les quartiers. On a le quartier de la Cité qui a une histoire différente du centre-bourg, qui est une histoire plus récente mais qui est différente. On est à proximité de l'Aisne. Mes voisins sont à la fois dans le nord pour 2 d'entre eux et dans l'Aisne pour 2 autres, 3 autres d'ailleurs. Et puis on a d'ailleurs un hameau qui est partagé entre plusieurs communes, c'est la MNRS, qui est partagée entre Saint-Souplet, Molin, Vouandigny et Buzigny, donc 2 communes qui sont à la fois pour 2 d'entre elles dans le nord et 2 autres dans l'Aisne. Donc c'est compliqué et c'est effectivement une ville frontière. On pourra reparler de tout ça après, mais ça vaut le déplacement. Merci d'être venu, André. Merci. Bon, alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui caractérise les atouts économiques de votre commune? Alors, les atouts économiques de Buzigny, il en reste un, en fait, c'est l'agriculture, ça reste même s'il n'y a pas beaucoup d'exploitants agricoles, il y en a qui sont une petite doit être 4 ou 5, guère plus. Je dirais que ça reste quand même l'atout essentiel de Buzigny. Il y a beaucoup de grandes exploitations et ça reste l'atout majeur. Et on a toujours un peu de construction métallique qui avait fait le bonheur de Buzigny par le passé. On a toujours une entreprise qui œuvre dans ce domaine, c'est Briard et Chouin. Et on a beaucoup par contre de petits entrepreneurs ou de petites entreprises individuelles qui font parler d'elles et qui rayonnent. On n'a pas de leader. D'accord. Il y en a eu un dans le passé qui s'appelait le chemin de fer, c'était la SNCF, on y reviendra après. Ouais. Mais tout ça, la page se tourne depuis quelques dizaines d'années, et force est de reconnaître qu'on est en train de prendre un virage assez douloureux et difficile. Bon, si je puis continuer sur les agriculteurs, sur quelle production sont-ils orientés? Alors, majoritairement, c'est de la culture extensive, donc c'est du blé, de la betterave, etc. Il reste un peu d'élevage, mais c'est relativement peu de choses par rapport aux autres cultures. Bon. Et donc, maintenant, passons juste à la vie culturelle, ici à Buzigny. Alors, comment vous y prenez? Alors, la vie culturelle de Buzigny, elle est essentiellement menée par les associations. Il y a 29 associations, si je les compte bien, qui exercent dans des domaines assez variés. Dans les 29, il y a aussi des associations sportives. Ouais. Il y a le club de foot, évidemment, il y a un club de judo et il y a un club de pétanque. Et puis à côté, il y a d'autres associations, je dirais un peu entre les deux. On a une école de danse qui est active. Et puis les autres associations, on a une grosse association qui œuvre dans le domaine social et qui fait pas mal de choses. C'est l'association des familles de Buzigny qui va animer des opérations vis-à-vis des gens, toutes tranches d'âge confondues, de la partir de l'enfance jusqu'aux personnes âgées. Ensuite, les associations culturelles proprement dites, elles sont faites à l'initiative des associations qui font un travail varié, qui mérite d'être souligné. Puis la commune se réserve des associations, enfin les événements, pardon, pas les associations, se réservent des événements qui sont plus traditionnels, genre 14 juillet, fête communale, etc. Voilà en gros ce qui se passe dans Buzigny. Après, ce que l'on aimerait bien développer, c'est avoir une médiathèque, puisqu'on n'a pas ici de médiathèque digne de ce nom, ça n'existe plus. On pourrait refaire un peu l'historique de ce domaine. Et là, il y a quand même quelque part un manque. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, j'aimerais bien en créer une. C'est compliqué,
parce que c'est compliqué, parce qu'il faut partir de zéro pour ce qui est de la commune, bon c'est compliqué, mais surtout, ce qui serait intéressant à valider avant de démarrer, c'est que ça correspond à une réelle attente des gens. D'accord. Parce que ça sert à rien de mener une médiathèque si les gens n'en veulent pas. Mais ça, je suis pas trop inquiet, ça devrait pouvoir se faire. Et puis après, je veux dire, c'est quelque chose qui devrait prendre. Il y a eu dans le passé non pas une médiathèque, on n'appelait pas ça comme ça auparavant, mais c'était dans le cadre des œuvres sociales, on va y revenir si tu me laisses parler de l'histoire, c'était une bibliothèque qui était celle du chemin de fer et qui était très florissante et qui attirait beaucoup de monde. Donc j'en ai un peu la nostalgie, c'est vrai, et je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à refaire ça. D'autant plus que vous avez une vie scolaire très animée ici quand même. Oui, on a 3 écoles. Oui. On a 3 écoles, 2 qui sont dans le centre de Bussigny, dans la partie centre, parce que faut bien avoir présent à l'esprit qu'on a 2 pôles en fait sur Bussigny. Cité et je dirais village traditionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc dans le village, dans le bourg en fait, on a une école qui est l'école Jacques Prévert, qui est une école élémentaire, et on a une école maternelle qui lui est associée. À côté de ça, il reste encore une école qui est à la Cité, qui peine un peu plus que les 2 autres, parce qu'il y a beaucoup moins d'élèves, ils sont une petite 50aine, et dans lequel on a eu une fermeture de classe à la rentrée de septembre. Mais on a au total 3 écoles. Si vous n'avez qu'un nombre conséquent d'élèves. Oui, alors c'est l'école ici, l'école Jacques Prévert, qui est la plus importante, à 168 élèves, si je ne me trompe pas. Il y a aussi le SOS Village Enfants. Ça, comment est-ce que la commune articule ses actions avec cette maison? Alors SOS Village d'Enfants, ça c'est quelque chose qui colle à l'image de Bussigny, et c'est très bien. Alors SOS Village d'Enfants, ça a été créé en 1956 à l'initiative d'un Bussignois qui est devenu célèbre, qui est une figure locale, qui s'appelle Gilbert Coteau, et c'est une association qui est nationale maintenant, et qui regroupe au sein d'un village. Pour un village, il faut entendre un lotissement, en fait. Un petit lotissement, environ, de mémoire, parce que là, les chiffres, on les connaît pas trop, parce que c'est propre à l'association. Mais à ma connaissance, il doit y avoir une 50aine d'enfants qui sont accueillis. Ce sont des enfants qui sont sous, je dirais, protection, de l'enfance, qui va bien, mais protection d'enfance, etc. Ce sont des enfants qui ont été secoués par la vie et qui retrouvent une famille d'accueil au village d'enfants SOS, puisque c'est un peu la particularité. Et c'est vraiment une famille d'accueil, puisque le but du village d'enfants SOS est de faire en sorte que les enfants qui sont protégés ne soient pas séparés et restent dans une famille en préservant les fratries. C'est-à-dire qu'on ne place pas un enfant seul, on le place avec son frère ou sa sœur. D'accord, ok. Donc ça reçoit beaucoup de fratries en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Et c'était l'idée d'origine du village d'enfants SOS, qui continue à se garder. Voilà ce qu'on peut en dire. Mais je voudrais revenir sur une chose. Tout à l'heure, on a parlé de ville frontière. Je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de Bussigny. C'est intéressant. Ouais, parce que là, on pourrait y passer la soirée, mais je vais essayer de faire court. Oui. Alors, Bussigny, à la fois, à l'origine, c'était un lieu de vie. Il faut bien comprendre. On va reprendre un peu l'histoire parce que ça vaut le coup de s'y attarder. C'était un lieu de vie, on a retrouvé, et puis ça nous gêne un petit peu dans un projet d'arboretum qu'on mène en ce moment, on a retrouvé des traces archéologiques très précises. On a 2 bassins, enfin on a 2 terrains de fouilles à la sortie de Bussigny, entre Bussigny et Vaux-en-Digny, où on a redécouvert des silex taillés, des choses comme ça. Il y en a 2 qui étaient déjà répertoriés depuis les années 70, et un 3e qui vient d'être découvert, enfin, ou identifié, ou localisé, mettons le mot que l'on veut, il y a quelques mois. C'est ça qui un peu nous perturbe un peu, mais sans plus. Donc tout ça pour dire qu'à l'origine, Bussigny était un bassin de lieu de vie de tout temps. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve à Bussigny de l'eau, des forêts, on a une sorte de diversité des milieux naturels, on y retrouve une présence d'eau importante, puisqu'on a toujours au passage une source d'eau qu'on connaît, cristalline, qui est en exploitation. On a des forêts, une partie de Bussigny, si on regarde bien, ça reste des bois qui servent sur des bois privés, pas des bois de grande futée, mais qui existent toujours. Et puis de notre côté, on a la plaine. Donc on voit bien qu'ici, il y avait à la fois des présences de matériaux avec la flotte, on a du sable, on a des bois, donc tout ce qu'il fallait pour construire. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait cette trace un petit peu préhistorique. Ça a donné naissance ensuite à un village médiéval. C'est devenu jusqu'au XIe siècle, en gros, avec les avatars, je passe le détail, on trouvera ça dans un bouquin fort bien documenté.
ça a permis une certaine évolution sociologique ou sociétale, appelons ça comme il conviendra. Et donc on a toujours eu ici une société qui s'est implantée. Alors il y a eu une période avant le XIe siècle, tu verras pourquoi je te parle du XIe siècle, toujours une période avant le XIe siècle qui est une période relativement instable, où il y a eu une période de légende qui est propre à la région du Cathésie. On a ici une première légende qui est la légende de Saint-Urbain, pour y revenir, qui a donné lieu à des fêtes et à des processions dont la dernière date de 2013. Ça correspondait à une période de christianisation de l'ensemble de la région. Et puis au XIe siècle, je pense que je n'ai pas la date en tête et je ne veux pas la retenir parce que c'est un peu la science des ânes, mais en 2000, je crois que c'est en 1090, vers cette période-là, Busigny s'est vu octroyer une charte communale. C'est-à-dire qu'elle a eu une indépendance. Cette charte communale a été octroyée par l'évêché de Cambrai, et qui a donné une certaine autonomie et indépendance à Busigny, et qui a vécu à partir de là avec une seigneurie parfaitement établie jusqu'à la Révolution française. Donc on avait ici un château, dont il reste 2 tours, et dans ce château, eh bien, il y avait une seigneurie qui petit à petit a prospéré. Revenons sur le concept de ville-frontière. Oui. Alors, pendant la période gauloise, on avait d'un côté ce qu'on appelle les atrébates, donc c'est la partie qui correspond à la plaine ouverte, vers Cambrai. Atrébates, c'est le mot artois, donc c'était des Gaulois de la tribu Atrébates. De l'autre côté, vers l'est, vers Bavay, donc de l'autre côté, on avait ce qu'on appelle les Nerviens, donc il reste une trace de la civilisation à Bavay, puis qui était une civilisation très florissante. Et au sud, on avait les Viro-Muandes, si je n'ai pas de mémoire, si je le prononce bien. C'est cela, oui. Et donc, voilà, et Busigny, en fait, est au confluent de ces 3 territoires. Donc voilà, et d'où ce qui a expliqué les troubles qui ont subsisté pendant le tout début de la christianisation, avec la fin de l'Empire gallo-romain, et jusqu'à l'émergence de cette charte communale qui a donné naissance à une ville un peu indépendante aux confins de 3 territoires. Alors pour la petite histoire, ce qu'on appelle la chaussée Brunéo, qui passe à côté de Busigny et qui relie Bavay à Vermand, c'est en ligne droite, c'est une ancienne voie gallo-romaine qui reliait le premier évêché de Bavay et l'évêché de Vermand. Et comme tout le monde, beaucoup l'ont oublié, mais l'évêché de Bavay a été transféré à Cambrai, et l'évêché de Vermand, lui, a été transféré à Noyon. Mais il subsiste de cette histoire-là cette chaussée qui est connue sous le nom de chaussée Bruneau. Ça, c'est la partie très ancienne de Busigny. De Busigny, oui. À partir de 1100, ça devient quelque chose de particulier. On est toujours dans une ville frontière, mais cette fois-ci, nos fameux Gaulois sont disparus. On a des comtés, puisque la disparition de l'Empire... Ils sont partis. On a des comtés. Donc d'un côté, on a le Busigny qui est en partie rattaché à la seigneurie du Hainaut, donc le comté du Hainaut. De l'autre côté, il n'y a pas de comté, c'est l'évêché de Cambrai, puisqu'on a un comte-évêque, et puis au sud, on a toujours nos Viro-Muandins, mais qui sont devenus le comté du Vermandois. On est toujours ville-frontière. Donc on a une seigneurie ici qui est un petit peu écartelée, puis au passage, les seigneurs de Busigny jusqu'au XIIe siècle étaient un peu turbulents, puisqu'il y en a un qui a eu la bonne idée d'aller se battre au Cateau, et là il est tombé sur un seigneur du Cateau, je ne fais pas d'analogie avec les seigneurs existants, mais il est tombé sur un seigneur du Cateau qui lui a raccourci la tête, et puis voilà, ça s'est mal fini pour lui. Je crois qu'il s'appelle Gilles de Chat. Donc, voilà un peu l'idée. Et puis ça c'est un peu la période de l'ancien régime de Busigny, et à partir de la Révolution française, on a une période un petit peu instable, puisqu'on a eu ici, le château a été au terme d'un quelque chose qui est presque une épopée balsacienne. Le château de Busigny a été racheté par un des créanciers de Napoléon, qui s'appelait Van Lenberg, et qui a eu l'excellente idée de dire à son créancier qu'il ne tenait pas à payer, écoutez mon brave, pour vous garantir que la dette que j'ai envers vous sera payée, je vous propose que vous donniez votre fille en mariage à un de mes aides de camp prestigieux, qui était le général Rapp,
Et l'affaire s'est faite comme ça. Donc, mademoiselle Van Lenberg a épousé le général Rapp, et monsieur Van Lenberg père, qui était donc un des créanciers de Napoléon, a offert à sa fille en dot le château de Busigny, puisque il était devenu entre guillemets en déshérence après la Révolution française. Et donc, on a eu ici pendant quelque temps un des généraux d'Empire qui était parmi les plus, je dirais, les plus cotés par Napoléon, et qui n'a certainement d'ailleurs jamais mis les pieds à Busigny, parce que tout ça, c'était une affaire arrangée. Il n'empêche que ce général Rapp a fini pair de France. Il a également divorcé de sa jeune épouse. Quand il se marié, lui avait 30 ans et elle 15. Ça a pas, je dirais, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas destiné à durer. Et donc, le général Rapp a laissé la place à un de ses collègues, si je puis dire, en divorçant, qui est Charles de Villoutret de Brignac, également officier d'état-major de Napoléon, mais qui n'avait pas du tout la cote. Autant le général Rapp était était quelqu'un de très estimé de Napoléon, autant son successeur ne l'était pas du tout, et puis s'il a resté là, c'est parce qu'il était d'une très grande lignée nobiliaire de la région d'Anjou, et il ne doit, à mon avis, sa survie politique et autres qu'à ses origines. C'est un jugement personnel, hein, c'est une interprétation tout à fait libre, mais je pense pas trop me tromper. Et ce brave homme était en fait un légitimiste qui a fait un peu parler de lui. On le retrouve dans les échos de presse de l'époque. Excuse-moi d'être bavard. Hein. On le retrouve dans les échos de presse de l'époque. Nous sommes venus pour qu'on fasse bavarder monsieur le maire. Hein. Ah ben c'est bon. Voilà. Et on retrouve ça dans les échos de presse, donc disais-je, les avatars de monsieur de Villoutret, qui était pas forcément quelqu'un de très estimable et recommandable d'un point de vue moral, puisqu'il a déserté de Napoléon. Donc il a le double avantage d'avoir été chevalier de la Légion d'honneur avant de déserter, et chevalier du Saint-Esprit après la Restauration, pour avoir aidé le retour du roi c'était Louis XVIII. Voilà, on a des personnages un peu truculents. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à partir de cette épopée que je trouve un peu balsacienne, puisque un peu c'est à la fois les illusions perdues et grandeur et décadence de certaines personnes, on va faire entrer en fait Busigny dans une autre période. Et à partir de 1855, et là c'est quelque chose qui va nous raccrocher au présent, en 1855, il y a un événement majeur qui va se passer dans la commune, c'est l'arrivée du chemin de fer. Alors l'arrivée du chemin de fer, c'est à la fois l'arrivée de la modernité et l'arrivée, le terme n'est pas très beau, mais l'arrivée des ennuis. Parce que jusqu'à présent, Busigny, je dirais, vivait comme n'importe quelle petite ville avec ses aléas liés à l'histoire. À partir de 1855, la vraie vie va commencer, parce que l'arrivée du chemin de fer, c'est l'arrivée d'un industriel que tout le monde a oublié. On a un quartier qui s'appelle la Malterie. C'était un peu la grande utopie économique de l'époque, où un entrepreneur de Saint-Quentin s'est dit, écoutez, on a ici une terre qui est une terre de culture, on va y pratiquer la culture intensive de la betterave, je vais installer une sucrerie à Busigny, près des voies ferrées, pour approvisionner en betterave et exporter faire circuler le sucre. Et puis ce qu'il a fait aussi, il a acheté 2 fermes qui étaient à proximité de la malterie, qui existent toujours, enfin une existe toujours et est en exploitation, c'est la ferme de Malmaison et une ferme buterie qui est du côté de Marais. Mais ça n'a pas marché, parce qu'il a investi énormément, et puis je dirais les résultats économiques n'étaient pas au rendez-vous de l'histoire, il s'est planté. Mais au départ, on est dans cette utopie. C'est un premier échec économique, un peu oublié, mais qui a été réel. Le château dont je parlais tout à l'heure, M. Charles de Villoutret, qui a donc été actif dans les années 1830, disparaît de la scène, je dirais pas naturellement, aux alentours des années 1870, et le château de Busigny n'est plus une seigneurie du tout, il n'est plus d'ailleurs habité par une quelconque noble, il devient une manufacture de textiles. Qui a tourné jusqu'en 1960 à peu près, mais repris par différents propriétaires. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que je disais tout à l'heure que l'arrivée de la gare a été quelque chose de déterminant pour Busigny, parce que ça a été, en 1920, l'occasion de créer un deuxième village, le deuxième bourg dont je parlais tout à l'heure, avec une cité des cheminots. Ça, c'est le côté paternaliste de la Société des chemins de fer du Nord qui a créé ce quartier, et qui existe toujours, et c'est là où on a une école dont je parlais, qui a eu pendant longtemps son histoire propre, et qui en fait ne se confond vraiment dans l'histoire de Busigny qu'à partir du moment où le chemin de fer, après 150 ans de présence très active, puisqu'on avait un dépôt de machines sur place,
a quitté progressivement la scène, en laissant place à la traction électrique qui a succédé à la vapeur et qui a fait disparaître un certain nombre d'installations structurantes, les ateliers de réparation par exemple, et puis ensuite le changement des mœurs, enfin des habitudes de vie dans lequel les voitures individuelles, les voitures particulières ont remplacé le train, qui ont fait que le train est de moins en moins utilisé pour les déplacements courants. Et donc on a une gare qui aujourd'hui a perdu tout son prestige, alors que dans les années 1920, c'était un des nœuds ferroviaires les plus importants du département du Nord. Voilà en gros l'histoire de Bussigny telle qu'on peut se la dire. Alors après, je minimise les détails ce ne sont pas des détails. Des points importants que je n'ai pas évoqués, c'est qu'en 1914-1918, bien évidemment, la gare, qui avait la caractéristique d'être un nœud ferroviaire important, a été bombardée une première fois, en 1970 d'ailleurs, par les troupes prussiennes, mais c'était un bombardement terrestre. En 1914, par les premiers bombardements aériens, c'était des bombardements français et anglais, et en 1944, où elle était complètement rasée par des bombardements américains. Donc ça a été, ce que je disais tout à l'heure, je dirais une des pages douloureuses de Bussigny, ça. Voilà ce que l'on peut en dire, et qui font aujourd'hui à la fois l'histoire complexe et prenante de Bussigny. On peut en parler comme ça pendant des lustres, parce que là, j'ai bien conscience de ne pas tout vous dire. Non. Si on revenait à Bussigny, quelle est l'origine de Bussigny? Ça veut dire quoi, Bussigny? Au départ. Alors, l'origine du mot, elle est un peu controversée, mais il y a une idée commune, en fait. Il y en a qui disent que ça vient de Businguin, Busignès, etc. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut comprendre dans le mot de Bussigny, c'est qu'il y a la racine germanique ou latine bois. Et Bussigny, c'était, je l'ai dit, séparé d'un côté, on va dire, plaine, d'un côté bois. Et ça correspond un peu à la typologie du département. Un côté lavénois, un peu plus arboré, et le Cambrésis, un peu plus morne-plaine, si je puis dire. Alors Bussigny, essentiellement, c'est un pays de bois. Alors c'est intéressant la question, parce qu'effectivement, ça a le mérite d'être posé. À l'origine, ici, et les premiers habitants de Bussigny étaient certainement, avant d'être des agriculteurs émérites, ils étaient des charbonniers. Okay. Et donc, ils exploitaient beaucoup le bois qui est à proximité pour faire soit du bois de chauffage, des bois de construction, ce que j'expliquais. Vraisemblablement, jusqu'au XVIIIe siècle, ils ont alimenté les premières industries, puisque la houille n'a existé qu'à partir du début XIXe à l'échelle industrielle, et qu'avant, on faisait beaucoup de charbon de bois. Donc ça, c'était la particularité. Alors, il y a une chose aussi qu'on oublie complètement. J'ai dit que Bussigny avait beaucoup de cultures intensives, et il y en a notamment entre Bussigny et Bohain. Je m'excuse, on va faire une petite incursion dans l'Aisne, mais quand on traverse Bussigny à Bohain, on n'a pas l'impression de traverser une forêt. Ce qu'il faut savoir, si on regarde les cartes d'état-major de 1860, entre Bussigny et Bohain, on traverse un bois, et qui est bien répertorié dans les écrits du XIXe siècle comme étant le bois de Bussigny. D'ailleurs, il y a deux petites anecdotes que je vais te livrer, parce que tu ne vas pas résister à ça. En 1870, c'est Sarah Bernard, je crois, qui quittait Paris pendant 1870, c'est pendant les événements de la Commune et pendant le siège de Paris. Elle a traversé le bois de Bussigny, elle s'est fait, je dirais, agresser, entre guillemets, par un détrousseur de cadavres, parce qu'il y avait eu des combats ici. Et ça l'a marqué au point qu'elle l'a indiqué dans ses mémoires, donc de manière anecdotique. Et elle a été réfugiée, est allée se réfugier, devinez où? Au Cateau, où le seigneur du Cateau était certainement plus hospitalier. Donc ça, c'est une première anecdote. Et deuxième anecdote, toujours en 1870, pendant les mêmes périodes, il y a eu des combats ici. J'ai dit que la gare avait été bombardée par les Prussiens en 70. Eh bien, il y a eu une expérience assez particulière dans le bois de Bussigny, donc entre Bussigny et Bohain, traduisez ça, où on a appelé, il y a eu une amputation de la jambe d'un soldat qui a été faite avec une première médicale sous anesthésie générale au chloroforme. Et donc le chirurgien qui a fait ça a traduit dans un rapport à l'Académie de médecine ou à ses pairs en tout cas, cette intervention qu'il a faite, qui s'est remarquablement bien passée sur le terrain, puisqu'il indique que le chloroformiste, on n'appelait pas ça anesthésiste, ce rôle pouvait être tenu par n'importe qui, et là en l'occurrence c'était un gendarme qui avait anesthésié un de ses camarades au chloroforme, et c'était une première chirurgicale qui s'est passée dans le bois de Bussigny.
Une des premières chirurgicales, ça s'est passé certainement ailleurs. Donc ça a été relaté. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, Bussigny, c'était à l'origine, pour revenir à ta question, parce que j'ai un peu fait le tour là, c'était un pays de forêt. D'accord. Et il se passait des choses dans la forêt. Ah. Alors l'histoire ne dit pas si le petit chaperon rouge était là, ça on ne sait pas. Ceux qui ont habité, ils l'ont pas écrit. Non. Il y a des loups, c'est sûr. Ceux qui n'ont pas trouvé le chaperon rouge, c'est pour ça qu'ils l'ont pas écrit. Ah ouais. D'accord. Alors ici, on produit de l'eau, ici à Bussigny. Ouais. Est-ce qu'en tête, on peut avoir... bon, je sais que les chiffres, c'est pas ça qui intéresse monsieur le maire, mais quelle quantité par an qu'il tire de cette source? Quelle quantité d'eau? C'est compliqué à dire. Il vaudrait mieux interroger les exploitants, mais c'est assez considérable parce que on voit passer énormément de camions de la société cristalline. Ce qui est remarquable aussi, c'est que là, on est dans un concept moderne. C'est pas une eau minérale, c'est une eau de source. D'accord. Ce qui est particulier, c'est que l'eau de source, elle peut venir de plusieurs sources, elle est vendue sous une seule marque. Donc celle qui est vendue à Bussigny, c'est une cristalline. Si elle était minérale, il n'y aurait qu'un nom, comme par exemple l'eau d'Évian ou Contrexéville. Je ne fais pas de pub pour l'un ou pour l'autre, mais je veux dire, là, ça veut dire que l'exploitation se fait dans un groupe qui a une marque et qui exploite plusieurs sources différentes sur le territoire, sous la même marque. Donc c'est pour ça que si tu prends la marque cristalline, celle qui vient de Bussigny, donc qui est forcément la meilleure, c'est la source Saint-Jean-Baptiste. Et si tu regardes bien les autres marques cristallines, tu vas trouver cristalline avec d'autres noms. Ça, je crois qu'il y a Sainte-Sophie, mais on va retrouver d'autres choses. Et ça, c'est la particularité. Donc Bussigny est dans un système un peu moderne de distribution d'eau également. Mais ça a un point de vue en matière de classification de produits, c'est très différent d'une autre source qui a une teneur garantie en minéraux, etc. Alors que l'autre, on a juste... l'eau est pas moins bonne, hein, mais on est sous la diffusion d'une marque avec des teneurs qui sont pas... où les minéraux, il n'y a pas la même exigence que sur une eau minérale. Voilà, un truc à savoir. Est-ce que nous avons fait le tour de Bussigny? Non. Non? Non, on n'a pas fait le tour. Non, parce que il faudra revenir. Dans ce que nous disons, est-ce que nous avons fait le tour? Oh, j'ai essayé. De quoi n'avons-nous pas parlé? On n'a pas parlé de la volonté qu'a Bussigny de s'inscrire dans le futur. Parce que j'ai bien conscience que là, on a parlé de la volonté de l'image de Bussigny qui est celle du passé. Le grand défi de Bussigny, c'est de s'inscrire dans le futur et de trouver sa place dans un monde qui évolue très très vite, et ça c'est compliqué. La recette, je la connais pas bien, je vais être très modestement, je la connais pas. L'ambition, c'est de faire en sorte qu'on soit au rendez-vous de l'histoire, mais être au rendez-vous de l'histoire, ça suppose énormément de choses. On pourrait revenir sur le numérique, sur toutes ces choses-là, qui vont faire les villes de demain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une ville qui est fibrée, si je puis dire. On a un taux d'utilisation informatique qui est correct. On s'attache à développer l'informatique dans les écoles et on s'attache à le développer dans la mairie, puisqu'on a par exemple créé un vrai site internet pour la mairie en 2020. C'est pas suffisant pour le futur, c'est nécessaire, mais écrire le futur, on en a tous envie de le faire. Le problème, c'est que je crois qu'on ne connaît pas bien la recette, parce que tout ce qui a marché dans le passé, ça ne fonctionne plus de la même manière. Si on prend l'agriculture, il y avait dans les années 60, je crois, plus d'une trentaine d'exploitations agricoles. Aujourd'hui, il en reste une toute petite demi-douzaine. Donc on voit bien qu'on est sur des mutations, et que les mutations, je ne sais pas comment elles peuvent être faites. C'est plus du tout la même chose qu'auparavant. En développement économique, ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on a connu. On est dans le high-tech, et ça aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à donner. Alors après, il y a des paris que je fais. Tout à l'heure, je parlais de la médiathèque. Je pense que si on ne donne pas à la population la possibilité de s'ouvrir sur toutes ces évolutions, on va se louper. Et puis après, ce que j'ai pas dit non plus, le futur de Bussigny, ça passe aussi par la préservation de son patrimoine. Donc c'est ce sur quoi on est en train de s'atteler, à faire en sorte de conserver une identité et puis de l'inscrire dans le futur. Mais là, on est à mon avis, dans le pari et dans le rôle de chaque élu, d'avoir une vision en espérant qu'elle soit la bonne. Bon, je suppose que vous avez un plan local d'urbanisation.
Il est en cours de rédaction, oui. Il n'est pas finalisé, ça ne devrait pas tarder. Alors, si vous avez une conclusion à nous donner pour la commune de Busigny. Alors, la conclusion qu'on pourrait donner, c'est qu'on est ici dans une commune qui a un passé extrêmement riche, qu'elle connaît peu ou mal. Moi-même, je le connaissais peu avant de me pencher là-dessus. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure sont des notes de lecture, en fait, que j'ai trouvées à droite et à gauche. Et c'est assez dommage, parce qu'on est assis sur une histoire très riche, et on se pose des questions sur le futur. Mais il n'empêche que la conclusion, c'est que pour savoir où on veut aller, il y a une règle d'or qui s'applique, c'est de savoir d'où on vient. Donc ici, on a un passé riche, et essayons de construire un futur riche. Et c'est compliqué. Nous allons conclure là, et nous vous souhaitons d'avoir encore une très bonne richesse pour le futur, parce que les générations futures sont là aussi. Vous les associez à tout ça, je suppose. Ah ben, non seulement on les associe, mais on compte sur elles. Parce que, encore une fois, c'est pas un homme qui fait l'histoire, ce sont les hommes qui la font et qui en prennent chacun leur part. Bien. Voilà. Merci, monsieur le maire. De rien.